Le débat africain. Alain Foucault. Qui pour succéder à Faure Esozima Gnassingbé à la tête du Togo le 22 février prochain. Depuis plusieurs jours déjà, le pays vit au rythme de la campagne électorale avec en liste 7 candidats, dont le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Aboyome et le président Faure Gnassingbé qui brigue un 4e mandat. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'élection présidentielle au Togo, avec dans ce studio et au téléphone plusieurs invités. D'abord en direct de Lomé, la capitale togolaise, Maître Isabelle Manavi Ameganvi, la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, dont le candidat est Jean-Pierre Fabre. Bonjour Maître Manavi Ameganvi. Bonjour Monsieur Alain Foucault, comment allez-vous? Très bien, merci. Second invité de ce plateau, toujours en direct de Lomé, Jean-Paul Agbo Awelete, auteur de Togo, une démocratie en construction, aux éditions Michel Lafon. Il est le directeur du bimensuel togolais Focus Info. Bonjour Jean-Paul Agbo Awelete. Bonjour Alain Foucault, merci de l'invitation. Notre troisième invité dans ce studio est Christian Trimua, le ministre en charge des droits de l'homme du gouvernement du Togo. Il est le représentant ici, bien sûr, du camp UNIR, le parti du président. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Alors, merci d'être là. Je veux commencer par la question que tout le monde se pose sur les réseaux sociaux, dans les médias internationaux. Est-ce que les élections du 22 février prochain se passeront dans la transparence? Est-ce que ça se passera de façon apaisée, comme le demandent certains membres du clergé? Oui, je vous remercie d'abord pour cette occasion. Vous me permettrez, avant de commencer, de rectifier une petite information. Oui. Parce que je suis également en charge des relations avec les institutions de la République au Togo. Et le chef de file de l'opposition togolaise actuellement, c'est Gilles Christ-Olympio. Ce n'est plus Jean-Pierre Fabre. C'était l'ancien chef de file de l'opposition. Pour répondre à votre question, le prochain scrutin présidentiel du 22 février sera transparent. Il sera équitable et il sera crédible. Maintenant, le gouvernement met en place tout ce qu'il faut pour qu'il reste apaisé, parce que un certain nombre, bien évidemment, d'opinions qui s'élèvent de la part de quelques concurrents laissent préjuger qu'ils ne jouent pas forcément le jeu de l'apaisement. Mais du point de vue du gouvernement et du point de vue du candidat UNIR, M. Faure Esozima Gnassingbé, naturellement, nous mettons tout ce qu'il faut en place pour que ce scrutin soit apaisé, qu'il satisfasse tout le monde. Alors, Maître Isabelle Manavi Ameganvi, on dit que vous faites partie de ceux qui estiment que ces élections ne seront pas apaisées. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous fait craindre qu'elles ne le soient pas? D'abord l'habitude. Vous savez, l'habitude de la maison où dans nos pays africains et principalement au Togo, lorsque le chef de l'État sortant revient à sa propre succession, vous savez, il s'agit de scrutins non ouverts où il est pratiquement impossible que le président sortant puisse ne pas remporter les élections. Et en amont, tout est mis en œuvre. Les institutions qui interviennent pour l'organisation des élections sont inféodées, notamment au Togo. La CENI qui est composée à pratiquement 100% du parti au pouvoir, la Cour constitutionnelle qui a été installée la dernière fois à la USAID en violation de la Constitution elle-même que cette Cour est censée protéger. Et donc, tous les ingrédients, c'est vrai, sont réunis pour que cette élection-là ne soit pas transparente. Et bien évidemment, lorsqu'elles ne sont pas transparentes, les élections, et que les résultats sont contestés, c'est sûrement que la contestation et l'apaisement arrivent. Et donc, les populations qui ne sont pas d'accord avec les résultats proclamés par les institutions inféodées réclament et sont sauvagement réprimées. Et c'est pour cela que nous n'avons pas les élections apaisées. Le tableau que vous peignez, Maître, est apocalyptique. Quand on écoute ça, on se dit, pourquoi aller aux élections dans ce cas, si tout est déjà joué et que tout est fait pour qu'il n'y ait pas des élections apaisées? Oui, pourquoi aller aux élections? Parce que c'est la seule manière, le seul moyen dont disposent aujourd'hui les partis d'opposition pour accéder, j'allais dire légalement, au pouvoir, si ces partis politiques ne peuvent bien sûr pas suivre le ministre qui avait déjà appelé à aller prendre les armes et à rentrer en rébellion, à mettre ouverte contre le pouvoir. Et donc voilà pourquoi ces partis politiques de l'opposition se battent pour aller à ces élections et se battent pour que les conditions de transparence puissent être observées
et que les résultats puissent être acceptés par tous. Monsieur le ministre. Oui, si vous permettez, je suis très heureux d'entendre Mme Isabelle Ameganvi revenir sur le droit chemin de la légalité pour accéder au pouvoir. Et il me semble que c'est une avancée importante qui marque bien que le travail important qui a été fait par le président de la République, Faure Gnassingbé, pour apaiser la vie politique togolaise, rassurer les acteurs, a un résultat. Mais pour revenir à ce qu'elle a dit tout à l'heure, il me semble qu'il y a deux choses qu'il faudra corriger. La première concernant la Commission électorale nationale indépendante, qu'elle évoque comme étant une commission majoritairement occupée par le pouvoir. C'est absolument faux. Puisque, par définition, vous avez dans le code électoral togolais, la Commission électorale nationale est composée de 5 membres de la majorité parlementaire, 5 membres désignés par l'opposition parlementaire. Il y en a un qui vient de l'administration, 3 qui viennent des partis extra-parlementaires élus à l'Assemblée nationale, et il y a 3 qui viennent de la société civile élus également à l'Assemblée nationale. Ce qu'évoque Mme Ameganvi, c'est parce qu'ils ont boycotté les élections de décembre 2018, qui ne sont plus à l'Assemblée nationale, et qu'une nouvelle majorité s'est constituée avec une nouvelle opposition parlementaire, que la nouvelle CENI qui a été mise en place est composée de ces différentes entités, qui fait que, considérant que l'ANC n'étant pas partie à la CENI, naturellement, la CENI n'est pas bonne. On ne peut pas considérer que tout doit être auto-centré sur l'ANC. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, le chef de file de l'opposition a changé. Dans le même temps, c'est constitué par un seul mouvement. Non, nous avons à la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui, nous avons la majorité unie, nous avons les partis parlementaires et nous avons des partis qui sont des partis affiliés, civils. Qui sont des partis affiliés. Alors, ils sont affiliés comme l'Union des forces du changement, par exemple, n'est pas affiliée. L'Union des forces du changement est issue d'une élection. Et donc, sur ces éléments-là, il me semble que l'ANC a tendance à vouloir discréditer. Mais je termine sur la Cour constitutionnelle. Rapidement, parce qu'on entend Mme Ameganvi. Précisément parce qu'elle a évoqué la Cour constitutionnelle. Je rappelle que la Cour constitutionnelle qui était en place avait un mandat qui courait jusqu'en 2021. Et que c'est à la demande écrite de l'opposition aujourd'hui, y compris une lettre écrite par M. Jean-Pierre Fabre, au chef de l'État, que le mécanisme de renouvellement de la Cour a commencé. Et précisément, il tirait une leçon de quoi? Il tirait les conséquences de ce que le président de la République togolaise avait effectivement fait, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, et que la nouvelle composition de la Cour constitutionnelle, il souhaitait l'avoir mise en place pour prendre en charge le processus en cours. Voilà les conditions dans lesquelles la Cour a été mise. Mais je rappelle que pendant le dialogue que nous avons eu avec la facilitation de 2 chefs d'État de la commission de la CEDEAO, nous avions déjà convenu de l'hypothèse d'avoir une cour à 7 membres sur 9, puisque nous savions que le Togo n'était pas encore doté de son Sénat. Et c'est en conséquence qu'il a été supprimé l'article 155 de la Constitution togolaise qui prévoyait que les membres désignés par le Sénat l'étaient par l'Assemblée nationale en attendant la mise en place du Sénat. Et donc aujourd'hui, nos amis sont de très mauvaise foi lorsque, ils remettent en cause les conséquences d'un dialogue auquel ils ont participé, en excluant tous les autres de l'opposition. La deuxième, qu'ils remettent en cause un processus qu'eux-mêmes ont déclenché. Et la troisième, ils ont été les seuls à saisir la Cour pendant plusieurs recours pour l'instant, et il me semble que ça marque véritablement l'attrait de la Cour pour l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire. Maître Ameganvi. Non, mais monsieur le ministre raconte beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. D'abord, je ne sais pas de quel dialogue vous parlez, parce que la modification apportée à la Constitution, la dernière modification apportée par la Constitution a été faite par le régime UNIR seul, les députés de UNIR avec leurs alliés qui sont à l'Assemblée nationale, et que moi je ne qualifie pas d'opposition parlementaire, puisque lui, de changement à l'UFC, est un allié objectif du régime UNIR. Ensuite, les indépendants qui sont à l'Assemblée, qui ont, dès le début de ce processus électoral présidentiel, porté leur soutien au président Faure et ne sont pas, peuvent pas être qualifiés d'opposition en tant que telle. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas d'opposition en tant que telle dans l'explication plutôt sensible du terme à l'Assemblée nationale, et que c'est le régime RPT uni à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui a procédé à la modification de la Constitution, et donc cette modification ne coule pas d'un quelconque processus obtenu à quelque dialogue que ce soit. Et donc c'est dans ces conditions que les modifications de la Constitution ont été apportées, et que l'article 155 dont il parle a été supprimé par le Parlement entièrement composé du régime RPT unitaire de ses alliés. Mais on peut vous répondre, maître, que c'est vous qui aviez boycotté et que les institutions ont continué entre-temps. Nous avons boycotté pour les raisons objectives que tout le monde connaît, que le ministre n'ignore pas. C'est parce que justement, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir est-ce que ces élections seront transparentes.
Si vous avez posé cette question, M. Foucault, c'est parce que vous vous doutiez qu'au Togo, la transparence des élections a toujours constitué un problème et ces élections présidentielles ne manquent pas à la règle. Voilà pourquoi des associations de la société civile se battent, des partis politiques de l'opposition, la véritable opposition, se battent également pour que les conditions de transparence puissent être. Par exemple, on a demandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Qu'est-ce que la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote peut faire à une ministre qui n'est pas en filigrane une pensée de frauder et de ne pas donner les réels résultats sortis des rues, c'est de refuser de publier les résultats, d'ailleurs qui constitue une recommandation faite par l'Union européenne par rapport justement à la transparence qui peut être à confusion lorsque des élections sont organisées au Togo. Monsieur le ministre, rapidement. Alors, rapidement pour dire à Mme Amégan-Vielle, elle a été députée pendant 5 ans, les 5 dernières années. La dernière élection date de 2015. Si elle avait estimé véritablement qu'il y avait ces réformes à faire, elle a eu 5 ans pour faire une proposition de loi qu'elle n'a jamais faite. À sa question qui dit pourquoi on ne publierait pas les résultats des votes. Mais précisément, c'est à cela que je viens. Si le code électoral togolais ne prévoit pas ce mécanisme, elle a été présidente de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et pendant 5 ans, elle n'a pas estimé nécessaire de faire une proposition pour faire modifier cela. Et la demande a été intervenue le 12 novembre 2019 pour une élection prévue en février 2020. C'est-à-dire 4 mois avant cette élection, on nous demande de revoir le code électoral, alors que pendant 5 ans, ils ont été à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas soumis cette proposition. Aujourd'hui, sur quel mécanisme nous le faisons? Nous laissons de côté le code électoral, qui est issu d'un consensus, je le précise, à laquelle Mme Amégan-Vielle elle-même et M. Jean-Pierre Fabre ont été acteurs. Et est-ce qu'on le laisse de côté et on invente une nouvelle règle ex nihilo sur laquelle nous fonctionnons? Le Togo a renoué avec la normalité et il me semble que les règles doivent être appliquées et que l'ANC en particulier doit arrêter de penser que les lois doivent s'adapter à sa stratégie électorale au lieu d'adapter sa stratégie électorale à la loi. Jean-Paul Agbo Awelete, vous avez écrit Togo, une démocratie en construction avec un autre confrère, Luc Emayo. Lorsque vous écoutez cela, est-ce que vous croyez que là on est dans une démocratie en construction, que les élections seront apaisées? En tout cas, le débat que je viens de suivre démontre que justement la démocratie est en construction dans notre pays, parce que dans un État dictatorial, on ne parlerait même pas d'élection présidentielle pour poser la question de sa transparence, de son caractère apaisé ou pas. Donc, même dans les États dictatoriaux, on fait des élections présidentielles aujourd'hui. Hein. Le regard de la communauté internationale est suffisamment... Pas des élections présidentielles ouvertes où, y compris l'opposition, l'ancien chef de file de l'opposition, par exemple, participe chacun avec ses armes. Au-delà de ça, comme vous le savez, une démocratie n'est pas caractérisée uniquement par les élections. Il y a d'autres choses qui interviennent, la liberté de la presse, le pluralisme politique, etc. Donc, au vu de tous ces indicateurs, on peut estimer que la démocratie est en construction dans notre pays, parce que, comme vous le savez, la vie politique d'un pays n'est jamais statique. Elle est faite de séquences dynamiques, elle-même traversée parfois de tensions, de soubresauts, des fois des reculs, mais d'autres fois aussi de progrès. Donc au Togo, on a connu par exemple des reculs en 2002 avec la modification unilatérale de la constitution originelle de 92 qui est intervenue. Et puis on a connu plus récemment, j'allais dire, une phase plus vertueuse avec justement la réintroduction d'un certain nombre de dispositions, notamment la limitation du mandat présidentiel, parce que jusque-là, le Togo faisait office quelque part de mouton noir dans la sous-région, où c'était le seul pays où la limitation n'existait pas. Maintenant, c'est réintroduit. L'élection à 2 tours, par exemple, le vote de la diaspora. Donc, autant de dispositions positives, j'allais dire, qui permettent, en sorte, qui renforcent le chantier du Togo sur la question de la démocratie. N'oublions pas que c'est une jeune expérience. Le Togo a adopté le pluralisme politique. Mais ma question, parce qu'on s'étend sur l'ensemble, c'est intéressant d'écouter les évolutions qu'il y a eu, mais il y a des élections le 22 février prochain. Est-ce vous qui êtes sur place au Togo, pensez-vous que les choses se passeront tout à fait normalement? Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui? En tout cas, sur la séquence qu'on vit, sur la période préélectorale, on peut estimer, ou en tout cas ça augure d'une élection apaisée maintenant, effectivement, parce qu'on a connu des périodes
préélectorat plus tendue que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc maintenant, chaque élection, comme vous le savez, a sa propre dynamique. On ne sait jamais ce qui peut se passer parce que dans le cas du scrutin du 22 février, n'oublions pas qu'il y a des acteurs qui ont choisi de se mettre en marge de ce processus. Il y a certains qui ont appelé au boycott, certains qui ont demandé à ce que le processus soit arrêté. Mais les 7 candidats qui se sont positionnés pour cette élection n'ont pas un discours, j'allais dire, de violence, un discours qui puisse aujourd'hui augurer d'un scrutin ou d'un lendemain de scrutin tendu. Maintenant, on est à quelques semaines encore de l'élection. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais le souhait de la population, y compris des religieux du clergé catholique, par exemple, qui a appelé à ce que le scrutin soit apaisé. Donc, c'est le souhait de tous les Togolais. Le président du Ghana voisin également. Alors, on va parler d'autre chose, puisque là, on a commencé par les élections apaisées. C'est la préoccupation de la plupart de ceux qui évoquent ce scrutin-là. Mais on doit parler de bilan. Il y a un président qui est là depuis un certain temps, depuis 2005. Aujourd'hui, que va-t-il apporter de neuf pour obtenir ce nouveau mandat? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire pendant ce temps qu'il va pouvoir faire prochainement? Si vous me permettez, avant de finir sur l'élection apaisée, je disais en introduction que le gouvernement togolais met tous les moyens en place pour que cette élection soit apaisée. Les dynamiques, les réformes que notre compatriote Jean-Paul Agbo-Akwelete vient d'énumérer participent de cette dynamique d'apaisement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la démocratie togolaise est consolidée parce qu'au fond, si nous pouvons aujourd'hui avoir cette contradiction avec Mme Améganvi, c'est bien parce que nous sommes en démocratie et que la démocratie appelle la contradiction. Nous ne sommes pas dans une démocratie unanimitaire et il me semble que nous marquons véritablement là les éléments probants. Mais la seule chose qu'il y a à relever sur ce point, c'est qu'un certain nombre de candidats aujourd'hui sont en train de mettre en place les éléments du conditionnement de la contestation post-électorale. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce à quoi nous appelons nos compatriotes. Oui, mais en même temps, ils ne peuvent pas ne pas réagir à ce qu'ils considèrent comme n'étant pas de contribuant à l'apaisement. Mais précisément, je donne un exemple, la contestation des institutions, tout en sachant comment les règles se sont établies et comment elles ont été appliquées, en étant eux-mêmes à l'initiative d'un certain nombre de règles et d'institutions, il me semble que c'est de la préparation à un esprit de contestation. Mais je vous dis ça parce que des candidats ont lancé déjà à Lomé l'idée d'une contestation générale post-électorale. Et c'est pour ça que nous attirons l'attention des uns des autres sur le fait que les contestations ne peuvent se faire que par la voie légale. Toute contestation violente dans une sous-région en insécurité, il me semble que ce ne sera pas tolérable. Alors, juste, je vais faire réagir Mme Améganvi sur cet aspect-là. Monsieur Alain Foucault, faut-il rappeler au ministre Trimois que lorsque l'ANC a sollicité le renouvellement de la Cour constitutionnelle, l'ANC n'a pas écrit, l'ANC n'a pas demandé le renouvellement partiel de la Cour constitutionnelle. Parce que la modification à la Constitution a été apportée, le texte a été promulgué par le chef de l'État et les élections étaient en passe d'être organisées sans que les dispositions constitutionnelles ne soient respectées. Et c'est à ce rappel-là que l'ANC avait appelé les autorités. Mais l'ANC n'avait jamais demandé à ce que la Cour constitutionnelle, qui doit être composée de 9 membres, soit installée à 7 membres. Et contrairement à ce que le ministre a dit tout à l'heure, il n'a jamais été acté nulle part, dans aucun dialogue, que la Cour constitutionnelle était complètement composée avec 7 membres au lieu de 9 prévus par le texte. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est unir seul à son assemblée, majoritairement à sa dévotion, qui a sauté le verrou de la prise en main par l'Assemblée nationale des prérogatives du Sénat en attendant que ce Sénat soit composé, qui nous a mis dans cette situation. Et donc, vous avez bien, M. Foucault, vous avez bien relevé le fait que nous ne pouvons pas, nous étant candidats, puisque l'ANC a son candidat, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser le gouvernement aller de violation en violation en passe d'organiser des élections qui ne soient pas transparentes, qui ne soient pas crédibles, respectueuses de la loi. On va en parler dans la seconde partie. Je ne peux pas étendre le temps, monsieur le ministre. Là, on arrive au terme de la première partie. Vous allez répondre dans la seconde partie dans un instant. Puisque nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine, on se retrouve juste après le journal et on en parle, monsieur le ministre. Restez à l'écoute et vous serez dans la suite du débat africain dans une dizaine de minutes. Le débat africain, Alain Foucault. Un fauteuil pour 7. Le 22 février prochain, les Togolais sont invités à élire leur président de la République.
Alternance ou continuité, puisque Faure Esozima Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, est candidat à sa propre succession. Quel projet, quel programme pour les différents postulants? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'élection présidentielle au Togo. Avec dans ce studio et au téléphone plusieurs invités. D'abord en direct de Lomé, la capitale togolaise, Maître Isabelle Manavi Ameganvi, la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, dont le candidat est Jean-Pierre Fabre. Second invité de ce plateau, toujours en direct de Lomé, Jean-Paul Agbo Awelete, auteur de Togo, une démocratie en construction, aux éditions Michel Lafon. Il est le directeur du bimensuel togolais Focus Info. Notre troisième invité dans ce studio est Christian Trimua, le ministre en charge des droits de l'homme du gouvernement du Togo. Il représente ici, bien sûr, le camp de UNIR, le parti du président. Voilà pour notre plateau. Alors, j'ai posé la question dans la première partie, et vous êtes allé dans autre chose, monsieur le ministre, de savoir, le président Faure Gnassingbé est aux affaires depuis maintenant quasiment 15 ans. Il sollicite un autre mandat. Que peut-il faire qu'il n'ait pu faire jusqu'à maintenant pour le Togo? Que propose-t-il de nouveau? Pour clôturer définitivement le débat sur la Cour constitutionnelle que je ne peux pas laisser passer. Alors vraiment, quelques secondes, mais en quelques secondes. D'abord, dessus. cette discussion a eu lieu en présence de la CEDEAO. Peut-être Mme Isabelle Ameganvi n'était pas là, mais son chef de file de l'opposition, Jean-Pierre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La seconde raison, c'est que l'Assemblée nationale n'a délibéré initialement que sur le rapport qui a été fait sous leur législature pendant qu'elle était présidente du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale. Bon, elle ne peut donc pas dire qu'elle ignore que cette disposition, la suppression de cette disposition, était déjà contenue. Pour revenir à la question que vous avez posée, le président de la République togolaise a été élu effectivement, il est en train de faire 15 années actuellement, et après les grandes réformes importantes que nous avons faites, qui ont été rappelées par notre compatriote Jean-Paul Agbo Awelete tout à l'heure, il a été introduit une limitation des mandats, et donc qui a permis la possibilité d'une candidature de tous les Togolais pour le mandat à venir. Pendant 15 ans, nous avons remonté totalement l'économie du Togo, renouer les fils, nous avons évoqué les vertus de la démocratie togolaise tout à l'heure, et relancer le chantier social. Mais je rappelle encore une fois de plus que pourquoi cette phase est importante. Elle est importante parce que précisément une part des acteurs qui sont aujourd'hui candidats contre le président à ce 4e mandat dont on est en train de parler sont les acteurs de la destruction du Togo entre 1990 et 2005. Il faut le rappeler ça. Et à partir du moment où, par leur grève générale illimitée, par le tour du monde qu'ils ont fait pour arrêter la coopération avec le Togo, nous ne sommes plus d'accord au Togo que cette ancienne génération de destructeurs du pays reprenne les rênes du pouvoir aujourd'hui et recrée les conditions d'une souffrance de la jeunesse à venir. Et donc voilà l'ensemble du chantier qui a été mené politiquement, socialement, économiquement. Quand vous dites des anciens, parmi ces anciens, il y a le président Faure Esozima. Ah non, il n'a pas fait partie précisément de cette partie-là de l'histoire. En revanche, regardez bien sur la cartographie que vous verrez tous ceux qui sont depuis 40 ans. Sur cette scène-là, on parle de 53 ans du pouvoir de Gnassingbé, mais enfin, les Olympios, ils sont là depuis 80 ans sur la scène politique togolaise. Ils vont de père en fils, de frère en frère. C'est la même chose, qui en parle, et de beau-frère en beau-frère. C'est la même chose, c'est les Gnassingbé. Rappelons d'ailleurs que Jean-Pierre Fabre est gendre d'Olympio. Et donc, c'est une famille qui est en train de gouverner de ce côté-là, l'opposition depuis un certain moment, qui ont également exercé le pouvoir en leur temps. Donc, qu'on arrête de nous dire que le président de la République a fait 15 ans et que au bout de ces 15 ans-là, il ne peut plus être candidat. Nous avons dépassé ce débat-là au Togo. Non, aujourd'hui, là, on ne parle pas de ça. On dit, que va-t-il proposer qu'il ne peut faire en 15 ans? Alors, nous avons proposé sur le bilan du président de la République, nous avons 5 points clés que je peux vous résumer très rapidement. Le premier point, aujourd'hui, le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes font que la sécurité est une condition nécessaire à tout acte de développement. Donc nous allons continuer le chantier de refondation des forces de défense que nous avons commencé en 2014 et nous allons ensuite renforcer le mécanisme de sécurité qui permet au Togo de rester un couloir sécurisé à la fois pour le développement du Togo mais également pour le développement de l'interland de l'Afrique. Puis à côté, nous renforçons les mécanismes d'une gestion concertée et participative à la gouvernance et nous abordons les 3 axes du programme national de développement qui a été lancé cette année par le chef de l'État togolais, notamment le premier, la mise en place d'un hub logistique d'excellence et la création d'un centre d'affaires du premier ordre au Togo, dans la sous-région. Le deuxième point sur le renforcement le développement des pôles d'industrie agricole, manufacturière et extractive. Et puis un troisième qui est le développement de l'inclusion sociale avec le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale que nous avons déjà lancés depuis un certain temps et qui ont fait leur Monsieur le ministre, je vais vous demander de parler en français facile, parce que là, c'est des termes que monsieur tout le monde ne comprend pas toujours, inclusion, etc. C'est très important peut-être, mais il faut que les gens qui nous écoutent se sentent concernés. Alors, avant de revenir à vous, j'ai envie de poser la même question à Madame Ameganvi.
Que proposez-vous de votre côté et quel bilan tirer de ce qui a été fait jusqu'à maintenant? C'est le bilan tiré de la gouvernance de Gnassingbé. Et je veux rappeler à monsieur le ministre que le Togo est dirigé par la famille Gnassingbé depuis 1963. Après l'assassinat du premier président, M. Sylvanus Olympio. Et le Togo est dirigé par la même famille. Le père l'a dirigé pendant 38 ans et le fils est en train de boucler 15 années. Et donc, bien évidemment, s'il n'y a pas alternance au Togo au pouvoir, il ne faut pas s'étonner que les mêmes qui combattent ce régime se retrouvent dans l'opposition aujourd'hui, attendant d'offrir la possibilité d'une autre gouvernance dans notre pays, et c'est tout à fait normal. Maître, j'ai envie de vous dire la même chose, de vous poser la même question que tout à l'heure au ministre. Dans le même temps, est-ce qu'il doit y avoir un délit de patronyme qui empêche à quelqu'un de pouvoir être candidat parce qu'il s'appelle Gnassingbé? Non, il n'y a pas, mais Monsieur Foucault, je vous rappelle, il sait que la manière dont M. Gnassingbé a accédé à son père, ça n'a rien de constitutionnel, ça n'a rien de légal, et donc, nous sommes. Et c'est pour ça que le patronyme Gnassingbé interviendra nécessairement dans la dévolution du pouvoir, tel que cela avait été fait en 2005. Et c'est une tâche délibérée qui reste sur le Togo aujourd'hui, et on ne peut pas ne pas en parler à chaque fois qu'il y a un débat autour de cette question. Maintenant, pour l'heure, je rappelle que l'ANC et son président, son candidat, M. Jean-Pierre Favre, nous n'avons jamais gouverné ce pays. Et donc, le bilan, si bilan doit y avoir aujourd'hui, le bilan ne peut se faire que sur le même régime qui a gouverné ce pays pendant plus de 50 ans. Nous proposons, M. Foucault, priorité des priorités, la réalisation des vraies réformes. Il ne s'agit pas de réformes unilatéralement imposées, parce que monsieur le ministre était commissaire du gouvernement lorsque à l'Assemblée nationale en 2014, en 2016, en 2017 et en 2018, l'opposition avait fait discuter sur les réformes constitutionnelles telles que voulues véritablement par le peuple togolais, et que le parti au pouvoir, le parti uni, l'Assemblée nationale et sa majorité parlementaire n'avaient pas accepté à l'Assemblée nationale. Ce qui a valu qu'ils attendent jusqu'à ce qu'ils soient unilatéralement représentés à l'Assemblée nationale pour faire à leur manière ces réformes-là. Donc nous comptons revenir sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles incarnant la volonté que le peuple togolais n'a cessé d'affirmer et de revendiquer depuis octobre 1990, de voir l'avènement d'un état de droit au Togo, ce qui permettra de mettre fin à l'impunité, à l'instrumentalisation de la justice qui gangrène notre pays, de libérer les énergies et de redonner confiance aux investisseurs nationaux et étrangers. Deuxième problème, sur le plan économique, l'urgence vise à lutter contre la corruption, à créer des emplois par le développement de la transformation de nos ressources agricoles et minières dans le cadre d'une intégration régionale et à empêcher qu'une minorité de privilégiés ne s'accapare des richesses du pays, comme le reconnaît lui-même le chef de l'État dans un discours en 2012 et qui n'a rien fait pour mettre fin à cette manière de faire. En troisième lieu, nous devons remettre à plat une politique sociale qui doit intégrer l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Monsieur Foucault, venez au Togo aujourd'hui, le tissu social togolais n'a jamais été aussi déchiré, n'a jamais été aussi flippé et en lambeaux que ce que nous avons constaté ces 5 dernières années dans notre pays. Alors, le mandat social est promis par le chef de l'État. Ça a été tout sauf un mandat social et il faut très rapidement y remédier. Posez la question aux bonnes femmes du grand marché de Lomé, incendié depuis 2012. C'est seulement la dernière fois que la première pierre a été posée en termes de campagne électorale. Nous attendons de voir ce marché reconstruit. Posez la question à la bonne ménagère togolaise et vous dira que les gens n'arrivent plus à vivre, n'arrivent plus à avoir les 3 repas par jour et le tissu social togolais est complètement en lambeaux. Monsieur le ministre veut réagir rapidement. Oui, très rapidement. D'abord, je suis très heureux de voir que Mme Isabelle Abega veut s'approprier le programme du président Faure. Mais il me semble que les électeurs auront compris sur quel plan? Sur les 3 points, inclusion sociale, développement agricole. Pour vous, l'inclusion sociale, c'est ce qu'elle appelle la politique sociale, c'est-à-dire la santé, la lutte contre la pauvreté, parce qu'elle a mis l'accent dessus. Le président de la République a fait réduire de 15 points la pauvreté au Togo. 15 points.
Vous pouvez le vérifier, ce sont des chiffres qui existent, qui sont disposés auprès de toutes les institutions. Madame Amégavi, manifestement, à l'Assemblée nationale, ne lisait pas les rapports. La deuxième, nous avons développé tout un pôle aujourd'hui de produits financiers parce que la cible, c'est d'abord les populations vulnérables qui ont subi le contre-coup de toutes ces manifestations politiques créées par l'opposition togolaise. Et cette population aujourd'hui dispose d'un choix immense, d'un panorama de produits financiers qui leur permettent d'être ressortis. Je peux vous en donner quelques exemples qui existent. Nous avons mis en place un Fonds national de la finance inclusive. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes qui en ont profité et qui sont en train de remonter la pente précisément sur ces questions. Elle évoque les questions de santé. Bien évidemment, nous avons eu des structures de santé qui ont subi le contre-coup. Le Togo est le seul pays qui, après la dévaluation, n'a pas eu de mesures d'accompagnement, qui pendant 15 ans a été privé de coopération. Et donc, ça a laissé des traces. Naturellement, le président de la République a repris en main. Aujourd'hui, nous avons une couverture maladie universelle pour tous les Togolais, les derniers, les étudiants et le secteur informels sont en train d'être couverts pour 2020. Nous avons aujourd'hui relancé la construction des infrastructures sanitaires avec la construction d'un grand hôpital de référence et des autres hôpitaux de référence vont se construire et nous réhabilitons aujourd'hui le centre universitaire, le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Nous réhabilitons un certain nombre d'infrastructures sanitaires pour relever le niveau. Troisième point, c'est sur l'emploi. Aujourd'hui, l'emploi a été renforcé. Nous avons lancé des vagues de recrutement. Nous avons débloqué les salaires. Et je vais vous donner un exemple en matière de salaire. À effectif constant, aujourd'hui, le président de la République a augmenté le pouvoir d'achat de 2,5%. C'est-à-dire, quand je dis 2,5%, 250% aujourd'hui. Sur l'augmentation. Cela ne se voit pas parce que c'est à dose homéopathique, précisément pour éviter d'avoir une incidence sur l'inflation des prix. Précisément, nous parlons de la vie chère. Et un exemple concret, tous les Togolais vous en témoigneront. Depuis janvier, nous avons encore eu une dernière augmentation de salaire pour 2020. Et donc, ces éléments ne peuvent pas être passés en bypass par une opposition qui n'a que le seul programme, s'arrête au mot alternance, qui elle-même ne veut pas alterner dans ses partis politiques pour donner l'exemple, ne veut pas alterner dans les générations et pense qu'elle peut donner des leçons d'alternance à ceux qui sont en train de construire le pays, en train de le renforcer au fur et à mesure. Sur les questions agricoles, nous avons lancé, elle a évoqué le programme agricole, mais précisément, elle emprunte au pôle agricole que le président de la République a lancé. Nous avons lancé aujourd'hui des agropôles au Togo qui sont un modèle et qui sont en train d'être redynamisés et relancés. Nous avons repris le hub. Nous avons investi énormément sur le port de Lomé. Nous avons investi sur un certain nombre d'infrastructures routières, précisément pour donner cette dynamique de hub logistique que nous voulons pour le Togo. Le Togo devient un centre d'affaires important et je vous invite, comme elle a fait également, à venir visiter le Togo et vous verrez la différence vous-même. Je suis venu au Togo, rassurez-vous. Jean-Paul Arbo, si vous deviez dresser un bilan rapidement, que diriez-vous et que pensez-vous de ces deux programmes qu'on vient d'écouter? Le programme est le parent pauvre de ce début de campagne. Il est très très difficile de demander aux uns aux autres, aux candidats en liste, d'exposer leur programme au-delà des questions politiques, des questions institutionnelles, parce que vous l'avez vous-même constaté lorsque vous avez posé la question aux deux intervenants, ils ont commencé d'abord par revenir sur justement la problématique politicienne. Très peu de débats est fait aujourd'hui sur tout ce qui est, par exemple, la santé, l'éducation, la question du genre, la question de la fiscalité, tout ça, on n'en débat pas. C'est le cœur de la campagne reste quand même des questions politiques, alors que pour la plupart des Togolais, c'est leur préoccupation quotidienne, comment accéder à l'eau, à l'énergie, comment nourrir 3 fois par jour sa famille, comment avoir une bonne éducation pour les enfants. C'est ça la préoccupation quotidienne des Togolais. Mais lorsqu'on écoute le ministre à l'instant, il dit qu'on a augmenté le pouvoir d'achat des Togolais. C'est vrai? Oui, c'est un fait. Après, on peut considérer que le verre est à moitié vide, d'autres à moitié plein. C'est un fait. Nous-mêmes, nous avons, il y a quelques mois de cela, faire un sujet sur, par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat des enseignants. Parce que vous le savez, pendant plusieurs années, ce corps de métier a été longtemps en grève parce que justement leurs conditions de vie n'ont pas été revalorisées pendant des années. Et donc, ces 2 ou 3 dernières années, avec la mise en place d'un dialogue social, ils ont vu leur pouvoir d'achat, en tout cas leur revenu augmenter. C'est un fait. En tout cas, pour les fonctionnaires. Après, sur les indicateurs, j'allais dire socio-économiques, que ce soit publié par la Banque mondiale et les institutions internationales, on ne peut pas nier qu'il y ait du mieux au Togo. Depuis quelques années, il y a des efforts qui sont faits. Les investisseurs reviennent, le ministre l'a dit. Il y a un certain nombre de voyants qui sont ouverts. Ça, c'est indéniable, même pour ceux qui ont connu le Togo il y a quelques années, qui reviennent maintenant.
même physiquement, on voit que le Togo change. Alors, tout à l'heure, on parlait de la longévité au pouvoir. Est-ce que c'est pas un facteur qui doit amener à se dire, est-ce qu'il y a encore des ressorts pour améliorer la situation pour le régime en place? C'est pour ça que nous disons dans le livre que, en réalité, le scrutin du 22 février sera quelque part un référendum pour ou contre le 4e mandat. Parce que, effectivement, je le notais tout à l'heure, je ne veux pas parler de bilan en tant que tel, mais il y a beaucoup d'améliorations dans la vie socio-économique de notre pays. Mais est-ce que ce sera suffisant pour le chef de l'État sortant afin de convaincre nos compatriotes qu'il faut un 4e mandat en face de ceux qui estiment qu'au bout de 3 mandats, on n'a plus rien à proposer. Donc, c'est ça qui va se jouer sur la balance. Est-ce qu'on continue, on fait le pari qu'il y aura davantage d'améliorations, ou on dit stop, 3 mandats, c'est suffisant, on veut éventuellement expérimenter d'autres choses, d'autres leaders à la tête du pays. Alors, j'ai envie de me retourner vers Madame Ameganvi. Que répondez-vous à cela? On parle d'amélioration et les chiffres sont quand même là pour parler. Est-ce que vous pensez que c'est pas assez et est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux? Que proposez-vous pour faire mieux? Monsieur Foka, moi, je suis ahuri qu'on fasse l'apologie de ce qu'on a fait et tout ça en 53 ans de gouvernance. Vous vous rendez compte? Je vous avais dit tout à l'heure que le père a fait 38 ans, le fils est en train de faire 15 années, et c'est le bilan de ces 15 années qu'on vous cite en vous disant qu'il y a eu une nette amélioration sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, ils représentent combien? Quel est le pourcentage des fonctionnaires au Togo? Ils sont à peine 2% de la population. La population togolaise, elle est essentiellement agricole. Et on ne se souvient de cette population qu'en période électorale, où par le biais justement des FNT et autres, on leur distribue 15 000 francs, on leur distribue en ce 21e siècle des houes et des coupes-coupes à l'effet alors qu'ils sont en attente de tracteurs, de moyens modernes pour pouvoir faire leur travail et autres. Alors, on est en train de vous faire le bilan de plus de 53 années de gouvernance et qu'on veut opposer à une opposition. Mais est-ce que les 53 années de gouvernance sont à mettre au crédit de Faure Gnassingbé, qui lui-même a 53 ans. Il serait au pouvoir donc à 0 mois. Lui, il est en train de boucler 15 années, monsieur. Alors que la Constitution aujourd'hui ne demande que 5 années. D'abord, et à la limite, si les propositions, si la gouvernance de l'opposition plaît à la population, demanderait encore un mandat de 5 années, et puis c'est tout. C'est 10 années, 2 mandats de 5 années qui sont demandés par l'opposition. Or, aujourd'hui, je le répète encore, ce régime est en train de boucler plus de 50 ans de gouvernance et on est en train de vous faire le bilan de 53 années par du saupoudrage qui a été fait jusqu'à... C'est complètement inadmissible et ahurissant. Alors ça va se jouer sur le terrain et chacun convaincra parce que c'est pas sur cette antenne que vous allez pouvoir convaincre tout le monde. Monsieur le ministre, on a fait... Vous-même dire que c'est une opportunité de langage de dire 53 ans pour un chef d'État qui a lui-même 53 ans, il n'est pas venu au pouvoir quand il avait 0 mois. La deuxième chose, c'est que l'opposition n'ayant pas de programme à proposer, n'ayant rien à proposer, se limite au mot alternance et à l'addition des mandats. Mais bon, ils ont quand même proposé quelque chose. Ils ont parlé de la lutte contre la corruption, de la politique sociale, de la santé, de la lutte contre la pauvreté. Parle du programme du président, autant voter pour l'authentique. Alors, on va terminer là-dessus, puisque chacun s'est fait son idée, je l'espère en tout cas en écoutant ceci. Merci, monsieur le ministre, d'être venu jusqu'ici. Merci, maître Ameganvi, pour votre participation. Jean-Paul Arbo-Awelete, merci. Et bon vent à votre livre, Togo, une démocratie en construction. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.